Bonjour à tous, merci pour votre présence. Merci à tous. Je suis Florence Lenevé, je suis rédactrice en chef adjointe de la Lettre API, filiale B2B du groupe Ouest France. Je suis très heureuse d'être là avec vous, très heureuse de voir que cette salle se remplit et d'accueillir Fabrice Bonifay. Alors malheureusement, il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais il a maintenu son engagement. Donc, on va pouvoir échanger. Merci Fabrice Bonifay. Je suis très heureuse que vous puissiez nous donner votre regard d'expert. Ça y est, on doit vous voir maintenant et nous donner des clés pour nous engager dans une transformation qui nous permette de répondre aux grands enjeux écologiques auxquels nous sommes confrontés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, deux mots déjà pour vous présenter. Vous êtes le directeur du développement durable et QSE qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues. Vous êtes aussi le président du collège des directeurs du développement durable, le fameux C3D, administrateur de The Shift Project, think tank qui réfléchit sur la décarbonation de l'économie, cofondateur du blog sur l'entreprise contributive. Et vous avez co-signé avec Céline Puf-Ardichvili le livre L'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires. Et je terminerai en disant que vous faites partie de ces gens qui alertent depuis plusieurs années déjà sur le fait qu'on va droit dans le mur et qu'il est urgent de changer de trajectoire puisque vous estimez que l'humanité vit au-dessus de ses moyens. Et lorsqu'on a échangé pour préparer votre intervention, vous m'avez dit je suis très pessimiste. Je lisais aussi dans une tribune récente que vous disiez, je cite, à force de procrastination et d'invitation à des débats qui visent non pas à accélérer les décisions, mais plutôt à mieux les différer, nous nous rapprochons dangereusement des 16 seuils de rupture dont les dépassements entraîneront un emballement irréversible qui rendra nos conditions de vie de plus en plus insupportables. Alors je suis désolée, c'est pas très optimiste de commencer avec ça et j'ai envie de vous dire, on comprend l'urgence, mais est-ce que finalement c'est la bonne méthode d'interpeller aussi vivement que ça? Écoutez, au point où on en est, je pense que je comprends que certains puissent dire que faire peur paralyse. J'entends souvent ça. Mais si un fou armé entrait dans la salle dans laquelle vous êtes aujourd'hui, là, je pense que les gens réagiraient par instinct et parce qu'il y aurait une situation d'urgence. En fait, aujourd'hui, à l'échelle planétaire, l'enjeu climatique, c'est plus qu'urgent. On a 50 ans de retard dans nos trajectoires, dans la mise en œuvre de nos trajectoires de décarbonation. Et on s'aperçoit tous les jours que la situation se dégrade à une vitesse sans précédent. Regardez le mois d'octobre qu'on est en train de vivre après l'été qu'on a vécu, et de penser que ça n'arrivera maintenant que dans 30 ans, c'est faux. Ça va être tous les ans de pire en pire. Donc c'est déjà très très tard. De toute façon, quoi qu'on fasse, de toute manière, on ne peut simplement que faire en sorte que ce ne soit pas plus grave que ça ne pourrait être. Mais on va de toute façon prendre un choc qui va être terrible. Et donc, on peut juste ralentir la vitesse du choc qu'on va prendre. Donc, on en est là aujourd'hui. Les scientifiques nous avaient prévenus, on ne les a pas écoutés. Et maintenant, on rentre dans l'ère des conséquences. Donc, heureusement, on doit pouvoir quand même essayer de ralentir la trajectoire de l'humanité vers l'abîme, vers le chaos. Mais il ne tient qu'à nous maintenant d'en prendre vraiment conscience et de prendre les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que ce ne soit pas pire. Donc, j'insiste sur le fait que la situation est catastrophique. Et c'est vrai que donner trop d'espoir est encore plus démobilisateur. Parce que quand vous donnez trop d'espoir en disant qu'il ne faut pas s'inquiéter, il y a des solutions, on va trouver des solutions, quand vous dites ça aux gens, ils disent pourquoi s'emmerder, de toute façon il va y avoir des solutions, donc on changera quand les solutions seront prêtes. Bon, dans les deux cas, ce sont pas forcément les bonnes façons de faire. Moi je suis un pragmatique, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et pessimiste dans la pensée et optimiste dans l'action. Oui, j'allais y venir justement. Rassurez-moi, il y a un autre chemin. Le temps de l'action est encore possible. On peut faire des choses. Vous m'avez parlé d'une petite fenêtre de tir. Écoutez, il faut donner quelques chiffres.
le rapport 3 du 6e, enfin la partie 3 du 6e rapport du GIEC dit une chose quand même assez forte. Il reste 400 gigatonnes de CO2 à émettre d'ici 2100 si on veut rester sous l'1,5 degré. C'est ce que dit ce rapport. Donc au rythme actuel des émissions mondiales, on aura mangé ce budget d'ici une dizaine d'années à peu près, c'est-à-dire à 65 ans d'avance sur l'objectif de 2100. Donc, parce qu'en fait, au rythme actuel des émissions mondiales, qui sont de l'ordre de 50 gigatonnes par an, eh bien, on aura donc complètement absorbé ce budget carbone en moins de 10 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au rythme actuel des émissions, on va continuer le réchauffement climatique probablement jusqu'à 2,7 degrés en hypothèse basse et jusqu'à 4,5 degrés en hypothèse haute d'ici 2100. Ce qui, bien sûr, est une catastrophe parce que le GIEC nous dit que si on arrive à ces températures extrêmes de réchauffement, les dérèglements associés rendra inhabitable les 3/5 de l'humanité. Et ça sera compliqué pour les 2/5 restants. Donc, et là, ça, c'est la réalité pour la génération déjà née, donc ceux qui sont déjà nés aujourd'hui et ceux qui seront encore là en 2080, 2100, c'est-à-dire nos enfants. Donc, la réalité, c'est ça. C'est ça. Donc, si on veut et leur éviter un avenir cataclysmique, il faut réduire nos émissions de 7% par an, 6 à 7% par an pendant 60 ans. Et notamment les pays qui ont le plus contribué à l'effet de serre, c'est-à-dire la France et puis les pays de l'OCDE, les pays qu'on considère les plus développés d'un point de vue matériel. Si on était vraiment responsable, compte tenu de ce qu'on a déjà émis dans l'atmosphère, un peu plus de 2900 gigatonnes, il faudrait qu'on fasse un effort supplémentaire de réduction, donc d'aller jusqu'à 10% par an pour permettre aux pays qui n'ont pas eu la chance d'utiliser les énergies fossiles pas chères pendant des décennies, de pouvoir les utiliser un peu pour se développer eux-mêmes et accéder à l'assainissement, à l'adduction d'eau potable, à la construction de bâtiments utiles au bien commun, c'est-à-dire des hôpitaux, des universités. Donc si on veut laisser à ces pays la possibilité de se développer un minimum d'un point de vue matériel, il faut que nous, on fasse encore plus d'efforts de décarbonation pour leur donner un petit peu de budget de développement, de budget carbone. Alors bien sûr, on ne le fera pas, probablement, ce qui continuera de créer des tensions énormes entre ceux qui ont déjà trop et ceux qui n'ont pas assez. Et on sait très bien que tout ce qui va concourir en fait à des distorsions de richesse énormes entre les peuples et entre les continents, c'est un facteur d'instabilité majeure d'un point de vue géopolitique. Donc voilà, on a les données en main maintenant. Il faut vraiment plus de justice sociale. Et cette justice sociale, elle est dans chacun des pays, mais aussi vis-à-vis des pays, les uns vis-à-vis des autres. Parce que vu de la Lune, les frontières politiques des pays, ça fait doucement rigoler. Hein. On est sur le même paquebot. Le réchauffement, il aura des effets délétères dans l'ensemble des pays. Et il est grand temps que l'humanité fasse preuve de plus de solidarité entre ces différentes composantes si on veut arriver à lutter efficacement contre le changement climatique. Et alors, dans ce tableau assez noir que vous nous dressez, vous parlez de solidarité, mais est-ce que l'innovation, finalement, la technologie ne peut pas nous sauver? Je crois que vous dites que c'est un pari un peu risqué. Vous savez, ceux qui parient sur la technologie, c'est un peu les mêmes. Je donne souvent une métaphore du fumeur qui fume 3 ou 4 paquets par jour et qui se dit bon, de toute façon, dans 10 ans, comme mon concert va commencer, on aura trouvé un traitement pour pouvoir me guérir. Bah, c'est quand même un pari risqué. Aujourd'hui, il n'existe aucune technologie qui va nous permettre de continuer nos modes de vie tels qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, je parle du mode de vie des pays dits développés. Aucune technologie nous permettra de maintenir cette survitesse sans qu'il y ait des efforts qui doivent être consentis au niveau des comportements. Donc ça, c'est une vue de l'esprit. Hein. On ne pourra pas remplacer les 80% du mix énergétique fossile dont on dépend aujourd'hui pour notre développement par des énergies renouvelables et encore moins par du nucléaire, à l'échelle planétaire, j'entends. Hein. Donc de parier sur des technologies magiques qui n'existent pas pour ne rien changer dans nos comportements, c'est vraiment faire preuve d'une irresponsabilité totale. Donc ce n'est pas les ENR qui vont nous sauver, ce n'est pas le nucléaire qui va nous sauver non plus, c'est encore moins l'hydrogène.
Certes, on aura besoin de ces technologies comme amortisseur de choc social et pour continuer de maintenir quand même un niveau de vie matériel minimum auquel tout le monde aspire. Le but, c'est pas de revenir aux dentistes des années 80 ou à l'achat ou au char à voile. C'est pas ça du tout. Mais la clé de la décarbonation, c'est clairement la déconsommation globale du non essentiel. Et la déconsommation globale du non essentiel, eh bien, c'est d'adopter des modèles de développement à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers, qui soient corrélés et qui soient en adéquation avec les limites planétaires. Tout le reste, c'est complètement anecdotique. Vous parlez de déconsommation, alors je voudrais parler de décroissance. Alors je crois que vous aimez mieux le terme nouvelle croissance. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, lorsqu'on parle de déconsommation, on sait aujourd'hui, depuis longtemps, qu'il y a une corrélation parfaite entre les émissions de gaz à effet de serre et la croissance du PIB mondial. C'est même une corrélation qui est quasiment égale à 1. Donc on ne peut pas faire plus corrélé que les deux aspects. Donc, pourquoi? Parce que bon, le carbone, c'est l'énergie qu'on a utilisée pour donner à manger aux machines. Hein. L'énergie, c'est les croquettes pour machines, comme dit Jean Covici. Et donc dès lors que vous mettez moins d'énergie dans les machines, ben, vous produisez moins et donc vous produisez moins de richesse en PIB. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a des petits malins qui disent bon, c'est pas grave, on va remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables et on va maintenir la croissance économique, mais en découplant la création de valeur économique de l'intensité carbone de l'énergie qu'on va utiliser pour cela. Bon, alors ça marche. On peut faire du découplage relatif un certain temps. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans pas mal d'États qui ont modifié de façon importante leur mix énergétique, notamment les États-Unis, quand ils sont passés quasiment tout charbon au gaz de schiste, qui a bien sûr, le gaz a un pouvoir réchauffant qui est 2 fois moins important que le charbon. Mais si vous restez sur une trajectoire de croissance, bon, ben, les exponentielles sont implacables là-dessus. Vous finissez par reboucler et vous finissez par recontinuer à croître en termes d'émissions de gaz à effet de serre concentrées dans l'atmosphère, parce que la seule chose qui compte, si les gens n'ont pas encore compris, c'est qu'on fasse, non pas qu'on fasse baisser les ppm de CO2 de l'atmosphère, ça c'est pas possible, parce que ce qui est émis va l'être pour des centaines d'années. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on arrête d'en rajouter. C'est-à-dire que déjà, l'atmosphère est déjà saturée en carbone, et plus on en rajoute, plus on accentue l'effet de serre. Ça, c'est physique. Hein. Donc, de faire croire qu'on va pouvoir continuer à l'échelle planétaire d'utiliser toujours plus d'énergie pour maintenir cette croissance économique en remplaçant les énergies fossiles par des énergies renouvelables. D'abord, un calcul de quantum montre que c'est complètement impossible dans le temps qui nous reste, c'est-à-dire qu'il nous reste à peine 7 ans pour le 1,5 degré, donc on ne pourra jamais convertir les 80% de production fossile avec des ENR dans ce laps de temps, c'est mathématiquement impossible, et quand bien même on y arriverait, l'utilisation, compte tenu de la densité énergétique des ENR et compte tenu de la consommation de ressources pour fabriquer les convertisseurs, que ce soit les éoliennes ou les panneaux solaires, eh bien, on n'aura pas assez, cette fois-ci, de ressources minérales pour pouvoir arriver à faire cette conversion. Il n'y aura pas assez de cuivre, il n'y aura pas assez de nickel, il n'y aura pas assez d'aluminium, il n'y aura pas assez de métaux pour le faire. Et en plus, c'est très, très intensif en CAPEX hein, et ça prend énormément de place, 10 fois plus de place que les énergies concentrées comme les énergies fossiles ou le nucléaire. Donc, tout ça pour dire que dire, enfin, il y a des gens qui disent, des politiques notamment, qui disent que la croissance verte va nous sauver. Ben, c'est des menteurs, tout simplement, parce qu'il y a 900 études académiques qui ont démontré que cette croissance verte n'existait pas, qu'elle a pu être enregistrée ponctuellement grâce à ce découplage relatif, mais qui était toujours ponctuel dans le temps, ça finissait par reboucler. Et la décroissance, ou plutôt le découplage absolu, qui voudrait qu'on puisse continuer de faire croître à l'infini le GDP, le PIB, et faire décroître à l'infini dans le même temps la consommation énergétique. Alors ça, c'est comme le Yeti, hein, personne ne l'a vu, ça n'existe pas, ça n'a jamais été enregistré nulle part. Et là, encore une fois, je ne vois pas par quel miracle on arriverait à faire ça, parce qu'on le sait aujourd'hui, le business
Le business, tout business dans le monde, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie, et que cette énergie décarbonée aujourd'hui, elle n'est pas disponible en quantité suffisante pour se substituer aux fossiles. Loin s'en faut. Donc, il va bien falloir qu'on invente un nouveau modèle de développement. Hein. Ce n'est pas dogmatique de dire ça. Hein. C'est un nouveau modèle de développement qui va nous permettre déjà, dans un premier temps, de nous resynchroniser aux limites planétaires. Donc ça, c'est une phase effectivement de déconsommation, de sobriété, de décroissance énergétique, de décroissance tout court, vous appelez ça comme vous voulez. Puis ensuite, le but, c'est pas de décroître à l'infini, hein, ça n'a pas de sens. C'est ensuite de rentrer dans une zone où on va plutôt stabiliser l'économie, hein, ce qu'on appelle la post-croissance, ou la prospérité sans croissance. Ça aussi, la sémantique, il y a plusieurs sémantiques possibles, de manière à maintenir les besoins vitaux des populations, les besoins vitaux de se loger, de se déplacer, de se nourrir, mais en éliminant le superflu, le non essentiel, et en compensant ce non essentiel par des vecteurs plus immatériels qui rendent vraiment heureux les gens, mais sans s'appuyer sur du consumérisme ou de l'hyperconsommation qui aujourd'hui n'est plus tenable compte tenu du fait qu'on a dépassé 6 des 9 limites planétaires. Alors pour faire ça, oui, ce que vous nous dites, si je résume, ce que vous nous dites, c'est que produire autrement, ça ne suffira pas, qu'il faut vraiment réinventer un nouveau modèle. Oui, c'est ce que je dis. Et inventer un nouveau modèle, à la fois de fonctionnement des entreprises. Le but, c'est que les entreprises réinventent leur modèle d'affaires en prenant en compte ce que je viens de dire. C'est l'objet de l'entreprise contributive ou de l'entreprise régénératrice. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est possible parce qu'il y a déjà des entreprises qui le font, donc on n'est pas dans la science-fiction de la croissance verte, là, on est dans le réel avec des vrais entrepreneurs qui ont commencé à faire cette mutation. Et puis au niveau individuel, c'est-à-dire à niveau de la vie de chacun des citoyens, bah, il faut que nous les lentilles de ce monde consumériste et de ce monde qui n'a pas fait attention en fait à la préservation des écosystèmes et à la maintenabilité des conditions de la vie sur Terre. Hein, on a été complètement drogué à cette énergie fossile extraordinaire qui nous a décuplés dans notre puissance, mais on est en train de payer, la génération en cours est en train de payer les fruits, les mauvais fruits de notre inconséquence avec cet effet collatéral qui s'appelle le réchauffement climatique qui va nous empoisonner la vie dans les années qui viennent. Donc, maintenant, il ne s'agit même plus d'une responsabilité sociétale, comme je le dis souvent, il s'agit d'une responsabilité morale vis-à-vis de la génération en cours et surtout vis-à-vis de la génération future, parce que ce n'est pas un problème pour la planète entre nous, hein, ça va durer 10 000 ans ce dérèglement, mais bon, la planète va très 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 bien s'en remettre. Par contre, pour les générations d'humains et de non-humains, il faut penser aux animaux également qui sont sur la planète en ce moment. Si on continue notre irresponsabilité au rythme actuel, eh bien, ça va être pire qu'un crime contre l'humanité. Oui. Alors justement, aujourd'hui, vous êtes face à un public de dirigeants. Alors j'ai quand même l'impression qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a des entreprises, on voit des entreprises se créer sur un modèle vertueux. Donc ça bouge un peu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être pour accélérer les choses et comment accompagner le mouvement ? Bah, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre en place des plans de décarbonation. Bon, parce qu'on n'a pas le temps de parler des 9 limites planétaires. Donc le climat, de toute façon, c'est la mère des batailles. Si on ne réussit pas cette transition-là, on ne réussira aucune des autres. On peut peut-être les citer, les 9 limites planétaires. Il y a la biodiversité, il y a le cycle de l'eau, le phosphore, la pollution plastique. Enfin, ces 9 limites planétaires, elles sont connues et on sait aujourd'hui, vous savez, il y a le Overshoot Day, Overshoot Day qui a lieu tous les ans vers le mois de juillet au niveau planétaire, qui montre qu'à cette période, en fait, l'humanité consomme plus de ressources qu'elle n'est capable de régénérer. Donc ça, c'est lié aussi aux limites planétaires. Et on a besoin maintenant, par rapport à ces limites, de se resynchroniser, en commençant par le climat, bien sûr. Donc, pour répondre précisément à votre question, la première chose que doit faire toute entreprise, que devrait faire toute entreprise, parce qu'en pensant il y a vraiment très très peu qui le font, c'est de mettre en place une trajectoire de décarbonation pour faire moins 90% des émissions de gaz à effet de serre, tout scope, 1, 2, 3, 3B, d'ici 2050. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut que l'entreprise, par rapport à son chiffre d'affaires de 2015 ou de 2020,
puisse arriver à maintenir son activité économique, mais avec 90% d'émissions de gaz à effet de serre en moins, tout scope. Hein, et pas simplement le 1 et le 2, hein, comme souvent les entreprises travaillent sur le 1 et le 2, qui correspond pour la plupart des boîtes à même pas à 5% ou 10% de leur empreinte carbone. Donc ça veut dire en fait une baisse de leurs émissions tendancielles de 6 à 7% par an minimum. Bon, ben, toutes les entreprises qui n'ont pas ce type de trajectoire ne sont pas crédibles. Hein. Donc, le but, c'est pas de faire un peu mieux. Le but, c'est pas de faire des efforts. Le but, c'est pas de gagner 1% par an. Non, le but, c'est de gagner 7% par an. Tout le reste, c'est du greenwashing. Mais justement, vous avez conscience que c'est des changements profonds. Donc, comment on les accompagne? Est-ce que ça veut dire qu'il faut accepter de faire mourir certains types d'entreprises? Alors, mourir, j'en sais rien, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que de toute façon, il y a plein de choses qui vont s'imposer à nous, parce qu'on est sur une planète qui est ronde, a priori, hein, même s'il y a pas mal de gens qui pensent qu'elle est plate, mais elle est ronde, en que les réserves fossiles sont en dimension finie. Certes, il reste beaucoup trop d'énergie fossile que le climat ne pourra en supporter. Hein. On a 400 gigatonnes de budget, et il reste 5000 gigatonnes de réserves prouvées par les pétroliers et les gaziers. Donc en fait, il en reste beaucoup trop par rapport à ce que le climat pourra supporter de toute manière. Et donc, il faut laisser dans le sous-sol tout ce qu'il y a déjà, tout ce qu'il y a encore de disponible, notamment les réserves en charbon. Mais comment Alors, le faire malgré tout, accepter, ça? comment le faire accepter je vais vous le dire, mais c'est un petit peu complexe. Vous savez, c'est la loi de Brandolini. Hein, sur le sujet climatique, sur le sujet biodiversité, il faut 10 secondes pour sortir une connerie. Et puis ensuite, il faut quand même pas mal de temps pour expliquer. On est sur des sujets très complexes. Donc, je continue. Donc les réserves qui sont les trois énergies fossiles connues, hein, pétrole, gaz, charbon, il y en a encore beaucoup trop, mais le pétrole liquide, c'est la réserve fossile qui va s'épuiser la première, même si j'entends tout le temps dire ouais, le club de Rome s'était trompé, ok, très bien, mais là on sait maintenant, on commence à taper dans les fonds de tiroir, hein, les pétroles de schiste, l'offshore profond, on voit bien qu'il en reste certes, mais il est beaucoup plus compliqué à les chercher, il coûte beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus risqué. Et de toute manière, on sait maintenant qu'on a dépassé le peak oil conventionnel aux alentours de 2006-2008, qu'on est en train de passer le peak oil non conventionnel et que dans les années qui viennent, si on ne change pas nos modes de vie, la demande va être largement supérieure à l'offre. Donc, on va avoir une vraie corrélation entre la demande et l'offre qui va se traduire par une augmentation substantielle des prix et des prix notamment des énergies. Qui va jouer forcément in fine sur le pouvoir d'achat des gens. Parce que tout est pétrole en réalité, hein, tout est énergie fossile hein, aujourd'hui dans l'économie mondiale. Donc on a tout intérêt à se sevrer de ces énergies avant qu'il y en ait tellement moins que ça va créer des problèmes économiques majeurs. Donc n'attendons pas qu'il y en ait plus ou qu'il y en ait moins pour commencer à modifier, à rentrer dans des trajectoires de sobriété choisies qui s'imposent à nous. Et donc, pour rendre désirable cette sobriété, il faut revenir aux fondamentaux du bonheur humain. Qu'est-ce qui rend heureux les gens? Ce qui rend heureux les gens, une fois qu'ils ont satisfait leurs besoins élémentaires matériels, c'est précisément de l'immatériel. C'est de travailler dans des environnements les plus friendly possibles, c'est l'épanouissement professionnel, c'est de s'occuper de ses enfants, c'est d'être plus solidaire dans nos sphères d'influence respectives. C'est la culture, c'est le sport, c'est sans doute de travailler moins en production, c'est du temps, c'est ça en fait, être heureux. Et donc il va falloir que dans le discours politique, qu'il y ait aussi surtout beaucoup moins d'inégalités entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez. Donc c'est aussi ça qui est très très important. Donc, comme on n'aura pas le choix de ce régime de toute manière, de ce régime qui va s'imposer à nous, soit par la prise en compte de la déplétion des ressources, soit par la prise en compte de l'impératif de faire baisser nos émissions, l'impératif pour maintenir le climat pas trop déréglé, eh bien, on doit découvrir, enfin, on doit mettre en place un nouveau narratif de qu'est-ce que c'est qu'une société prospère. Une société prospère, c'est qu'est-ce que c'est qu'une société sur laquelle on va pouvoir continuer de bénéficier de certains outils technologiques, mais avec un mode de consommation qui va être beaucoup plus raisonnable. Et c'est vrai, et c'est là qu'on va arriver dans le dur. Eh bien, c'est un peu comme pendant le Covid. Hein,
on sait qu'il y a des business qui sont sur des besoins essentiels, manger, ne serait-ce que ça, qui se déplacer, mais pas dans n'importe quelle condition, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il y a d'autres business qui sont un peu moins essentiels. Et cela, il va falloir qu'ils reconfigurent complètement leur logiciel, leur façon de produire, parce qu'on ne peut pas continuer à acheter autant de trucs inutiles avec si peu d'intensité d'usage et avec des empreintes carbone qui sont délétères. Ça, c'est plus possible. C'est mathématiquement et physiquement insoutenable. Donc, les entreprises qui sont sur ces secteurs-là doivent se réinventer, doivent peut-être même se diversifier, mais il est clair que dans les années qui viennent, on ne pourra pas continuer avec la même intensité, avec le même volume, certains types d'activités. Le tourisme de masse, la fast fashion, etc., etc. Ça, c'est fini. Il faut qu'on trouve d'autres manières de rendre heureux les gens sans leur faire croire que être heureux, c'est uniquement consommer. C'est faux. Mais c'est un changement culturel profond que vous nous proposez là. Qui va décider finalement, arbitrer dans les entreprises quels sont les besoins essentiels, qui va arbitrer et comment on va accompagner cette transition, les entreprises qui auront besoin de changer de modèle, de se réinventer. Bah écoutez, le problème, ce n'est pas la technologie, on l'a pour faire autrement. On n'a pas à attendre de technologie magique, on a déjà tout ce qu'il faut pour faire autrement. Ça, c'est assez rassurant déjà. Non, on assiste aujourd'hui à une crise de leadership, tout simplement. Une crise de leadership, une crise aussi d'absence de courage de la part des dirigeants, à la fois dans les entreprises et à la fois au niveau des politiques. Parce qu'on a un modèle aussi d'évaluation qui privilégie le court terme et uniquement le profit financier, et on n'est pas sur des trajectoires de reconnaissance sur la performance plus extra-financière, plus immatérielle. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont compris ce qui est en train de se passer, mais c'est la fameuse citation d'Al Gore qui dit c'est normal pour un cadre ou pour un dirigeant politique de ne pas comprendre une chose lorsque son statut ou son salaire dépend qu'ils ne comprennent pas cette chose. Donc, il y a beaucoup de gens aussi, beaucoup de dirigeants qui arrivent à un certain âge qui, malheureusement, considèrent que, ils n'auront pas le temps de mettre en place une nouvelle trajectoire. Donc, ils se disent, bon, on va encore pouvoir tenir un an ou deux comme ça, et puis on verra bien. Mais aujourd'hui, chaque minute de perdu dans la lutte contre le changement climatique, chaque dixième de réchauffement supplémentaire, on sait avec les scientifiques que ça va générer des catastrophes absolument colossales au niveau des rendements agricoles, au niveau des chaleurs humides, des dômes de chaleur humide qui vont s'abattre sur certaines régions dans le monde et qui sont létales pour l'homme à certains seuils et pour les mammifères. Donc, il faut qu'on change de narratif et qu'on tienne un autre discours qui soit beaucoup plus basé sur la science et qu'on écoute enfin ce que les scientifiques nous disent depuis 50 ans, depuis le rapport Meadows. Tout ce qui est en train de nous arriver, on nous l'avait dit, quoi. On ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant, on le savait. Donc, bien sûr que c'est facile de manager en période de forte croissance. Il n'y a pas de mauvais manager. Par contre, maintenant qu'on va être dans une période de contraction de flux physique pour faire continuer de faire fonctionner l'économie, mais avec de moins en moins d'énergie, il va falloir être beaucoup plus malin, il va falloir être beaucoup plus stratège, il va falloir être beaucoup plus visionnaire sur les business essentiels qui vont, eux, continuer de se développer et ceux qui vont ralentir, voire disparaître. Et encore ceux qui vont progresser, parce qu'on sera sur des business essentiels, il faut que la redistribution soit beaucoup plus importante, parce que le critère de réussite demain ne doit pas être simplement un critère financier. Je rappelle que les entreprises qui gagnent le plus d'argent aujourd'hui sont celles qui polluent le plus. Donc c'est facile de gagner de l'argent lorsque les matières premières qu'on utilise et l'énergie qu'on utilise est quasiment gratuite. Maintenant qu'on va devoir donner un prix aux externalités négatives, notamment au carbone, et ça va arriver dans les années qui viennent, eh bien là, on va s'apercevoir que certaines entreprises qui font des milliards de bénéfices aujourd'hui en vendant une énergie qu'elles vont puiser dans le sol qu'elles n'ont pas payée, eh bien, il va falloir être beaucoup plus intelligent pour pouvoir gagner de l'argent avec une ressource qui sera de moins en moins gratuite, car on espère qu'on va mettre en place demain des comptabilités multicapitales qui vont imposer aux entreprises de rembourser la dette environnementale et la dette sociale qu'elles contractent dans leur processus de création de valeur.
Et ça nécessite d'avoir des managers et des dirigeants qui sont courageux, visionnaires et certainement aussi beaucoup plus humanistes qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et j'allais dire, alors est-ce qu'on peut faire évoluer sans contrainte? Est-ce que finalement, on peut se baser sur la bonne volonté ou la compréhension des enjeux par un petit nombre? Ou est-ce qu'il va falloir taxer finalement les activités les plus polluantes? Récemment, dans le journal du dimanche, il y a des chefs d'entreprise qui sont prononcés en faveur d'une TVA verte. L'idée étant d'appliquer un taux de TVA réduit aux produits écologiquement responsables. Ça vous paraît la bonne solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, écoutez, une chose est sûre, c'est que tous ceux qui ont cru naïvement que la main invisible du marché, que le système allait s'auto-réguler tout seul, tous ceux qui ont cru ça se sont trompés. C'est faux. On va avoir besoin, bien sûr, de démarches volontaires. On va avoir besoin d'entreprises qui vont opérer des ruptures d'une façon volontaire, ça c'est sûr. Mais on va avoir besoin aussi de régulation. Parce que le niveau de maturité, en fait, sur ces sujets de la part des décideurs est extrêmement variable, hélas, parce que beaucoup pensent avoir compris ce qui se passait au niveau climatique, mais en fait, c'est faux. Il y a moins de 1% qui ont véritablement compris ce qui se passe réellement et qui connaissent les ordres de grandeur et surtout qui connaissent le temps qui nous reste. Parce que le plus flippant, d'ailleurs, dans cette histoire, c'est le temps qui nous reste. Et sans régulation forte, on sait très bien qu'il ne se passera rien. Donc moi, je ne crois pas du tout en disant aux acteurs du marché, bah, écoutez, organisez-vous comme vous sentez qu'il faut faire, et puis tout va bien se passer, hein, parce qu'on a confiance en vous, on a confiance dans votre capacité à opérer des ruptures sans contrainte. Non, on sait très bien que pour innover, il faut des contraintes fortes. Eh ben, l'une des contraintes fortes qu'on peut se donner, c'est un prix élevé du carbone, c'est l'interdiction de faire certains types de business parce que c'est carrément plus compatible avec les enjeux de long terme, parce que certains types de business sont prédateurs écocides. Et on aura besoin, en fait, à la fois de la bonne volonté des pionniers, mais aussi d'une régulation forte qui, les deux combinés, fera qu'on va peut-être enfin s'aligner sur des trajectoires de décarbonation de 6 à 7% par an. Mais on en est très très loin. On en est très très loin. Aujourd'hui, l'humanité continue d'augmenter ses émissions de gaz à effet de serre malgré les 27 COP, ou enfin 26 COP et bientôt 27, malgré tous les engagements de décarbonation des entreprises, SBTI ou autres. Eh bien, on verra à la fin de l'année qu'on est encore passé de 415 ppm de CO2 à 417 ou 418. Donc, malgré tout ce blabla, comme dirait Greta Thunberg, l'humanité continue de se réchauffer. Et c'est ça, en fait, le drame absolu pour les générations à venir. Mais donc tout ça, c'est le rôle de l'État. Si on veut donner un cadre, impulser, vous êtes assez critique aujourd'hui. Vous disiez les décideurs politiques manquent de courage. Bah oui, je ne suis pas le seul à le dire, hein. Le problème, c'est que c'est pas qu'il manque de courage en tant que tel, c'est qu'on a un système démocratique qui ne protège pas le temps long. Donc l'objectif, c'est bien sûr de rester dans la démocratie, parce qu'on a vu que les dictatures, c'était pire. Mais il faut absolument qu'on invente un nouveau système qui va protéger le temps long. Et aujourd'hui, les mandats sont extrêmement courts. D'ailleurs, une des bêtises qui a été commise, c'est de passer de 7 ans à 5 ans. Mais même 7 ans, c'est très court. Et je ne sais pas, moi je ne suis pas un spécialiste de la Constitution, mais en tout cas, il y a certainement moyen d'inventer une autre forme de démocratie avec des décisions qui soient prises beaucoup plus près du terrain. Je pense d'ailleurs les conventions citoyennes qui ont été organisées, mais dont on n'a pas tenu compte d'ailleurs des résultats, mais qui ont été organisées, c'est un bon moyen de consulter en fait, de consulter les gens pour qu'ils puissent décider de leur avenir, à condition de les avoir formés préalablement. Parce que si on prend l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, hein, les 150 Français qui avaient été tirés au sort là, en 2019, qui venaient de toute la France, de toute profession, certains étaient climato-sceptiques, hein, même ils l'avaient largement annoncé. Ils ont eu la chance d'avoir des scientifiques qui sont venus les voir, qui leur ont expliqué les choses en prenant le temps d'expliquer les choses. Et comme c'est des gens qui étaient de bonne volonté, ils ont fini par reconnaître qu'ils s'étaient trompés dans leur jugement parce qu'ils n'avaient pas eu la bonne information. Et ils ont fini par proposer des mesures que même les écolos les plus radicaux n'auraient jamais osé proposer.
alors qu'ils n'étaient pas du tout encartés avant d'arriver. Donc ce qui prouve bien, c'est que quand on a compris, et il y a une citation qui dit que quand on a un pourquoi qui nous fait vivre, on est capable de supporter tous les comment. Donc moi, je suis volontaire pour qu'il y ait un électrochoc d'informations qui soit donné et qu'on impose même aux médias qui sont très, très, très défaillants dans ce domaine-là, eh bien, d'expliquer ce qui est en train de se passer, sans catastrophisme. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être catastrophiste, il suffit de lire le rapport du GIEC, hein, c'est déjà une catastrophe en soi. Mais il faut faire de la pédagogie autour de ça, et quand on voit encore des médias qui, lorsqu'il fait 30 degrés en ce moment dans le sud de la France, qui dit formidable, ça prolonge les vacances, voilà, c'est carton rouge. Quand on voit encore des médias qui, au mois de février, quand on va voir les premiers épisodes caniculaires qui vont arriver, ah ben super, on va vendre plus de glace, là aussi c'est carton rouge. Parce que d'annoncer ce genre de truc, c'est juste irresponsable. Oui, et du coup, vous prenez plutôt de la planification, un temps long qui permet Oui. de s'engager par rapport aux vrais enjeux qu'on a aujourd'hui. Ben bien sûr, c'est d'ailleurs ce qu'on a voulu faire au Shift Project et soutenu largement par toutes les entreprises du réseau C3D. Et nous, Bouygues, on est très très fiers de financer le Shift Project. C'est d'arriver. On a commis un ouvrage qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française, qui se vend très bien d'ailleurs. Ça prouve que ça intéresse quand même pas mal de gens, parce qu'on est à près de 100 000 ventes, et qui propose en fait tout simplement aux politiques, mais aussi aux chefs d'entreprise, une trajectoire pour les différentes verticales qui sont les plus importantes, le transport, l'énergie, l'alimentation, pour arriver à maintenir ce niveau de vie matériel minimum et confortable, mais avec des modes de production qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on connaît aujourd'hui. Bon, bah maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver le leader, ou les leaders, ou peut-être une femme, parce que je pense que ça viendra peut-être de là, qui va s'emparer de ces propositions et qui va les mettre en œuvre. Donc, la chose inquiétante, c'est que pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de candidats. Et alors, est-ce que l'espoir, il n'est pas dans notre jeunesse? On voit par rapport aux attentes que vous donniez tout à l'heure, on a le sentiment que les jeunes voilà, qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail sont dans une autre logique, ont un autre regard. Donc, c'est peut-être eux qui vont nous obliger à changer. Mais vous avez raison, mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Aujourd'hui, je rappelle, je ne sais pas si j'étais assez clair, mais en moins de 10 ans, on aura mangé nos 400 gigatonnes. Et donc, si on attend que les jeunes éduqués, ceux qui, lors de leur cérémonie de diplomation, accusent leur école de leur avoir enseigné le monde d'avant, alors qu'ils vont vivre dans un monde qui va être fondamentalement différent de celui de leurs parents et de leurs grands-parents, si on attend que ces jeunes-là arrivent au poste responsabilité dans les entreprises au niveau de l'État, ben, ce sera trop tard. Ce sera beaucoup trop tard, vu qu'on ne peut pas attendre 20 ans, on ne peut pas attendre 30 ans. On est la dernière génération à pouvoir agir, donc ceux qui sont déjà au pouvoir aujourd'hui. Donc, certes, on a des jeunes qui sont aujourd'hui, les jeunes éduqués sur ces sujets sont motivés, mais ils sont aussi désespérés. Parce qu'ils savent très bien que c'est pour ça qu'on parle d'éco-anxiété chez 42% d'entre eux. Parce qu'ils se disent, bon, de toute façon, moi, avec mes 20 ans, mes 22 ans, mon diplôme, quand je vais arriver dans une entreprise, je vais arriver en bas de l'échelle. Donc, je ne vais rien pouvoir faire en réalité. Et c'est vrai qu'ils ne peuvent rien faire. On sait très bien qu'on est dans des entreprises qui sont organisées d'une façon très hiérarchique. Donc, ce n'est pas les gosses de 23 ans qui commandent dans les entreprises, et encore moins au niveau de l'État. Donc c'est flippant. Donc on peut pas s'appuyer sur les jeunes en leur disant, écoutez, nous, c'est trop tard, on n'a rien compris, vous vous occuperez de ça quand vous serez grand, quoi. On n'a pas le temps, de faire ça. C'est la génération de maintenant qui doit agir, c'est pas la génération d'après. Mais alors justement, là, aujourd'hui, vous êtes devant un public de dirigeants. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Il faut y aller, il n'y a plus le temps, il faut changer radicalement les modèles, et c'est Oui. maintenant, et accepter de prendre des risques. Oui, bah, demain, c'est déjà trop tard, donc il faut commencer aujourd'hui. Donc pour ça, il faut se former. Donc c'est ce qu'on a fait au C3D. On a mis en place un MOOC qui est disponible, qui est gratuit en français et en anglais pour les salariés d'entreprise et pour tous les étudiants qui veulent se former, mais surtout pour les salariés qui sont déjà là. Il faut lire L'entreprise contributive, bien entendu. Il faut lire la bande dessinée Un monde sans fin de Jean-Marc Jancovici. Il faut lire le livre, excellent livre de Timothée Parry qui s'appelle Ralentir ou périr, qui est certainement
le livre du siècle, autant le dire. Hein. C'est vraiment le livre du siècle. Il faut lire ce bouquin de cet économiste français hétérodoxe qui est basé à Lund, en Suède, sur l'économie de la décroissance soutenable. Et une fois qu'on a compris ça, qu'on a bien compris les tenants et aboutissants de la transition, de la transformation, eh bien, il faut mettre en place dans son entreprise un modèle d'affaires contributif, parce que c'est possible, parce que les collaborateurs ont cette aspiration-là, parce que certes, on va peut-être, sans doute, certainement gagner un peu moins d'argent, mais on sera beaucoup, beaucoup plus durable et on pourra regarder nos enfants dans les yeux. Et on va enfin peut-être sans doute être plus heureux parce qu'on va s'occuper de l'essentiel. Donc c'est ça en fait qu'il faut arriver à mettre en place. Alors bon, je me fais pas trop d'illusions, hein, hélas, mais je me dis qu'il y a quand même des entrepreneurs qui l'ont fait et que, comme je dis souvent, un hareng motivé entraîne le banc. Peut-être que quand dans les régions, il y a 3-4 entreprises qui vont s'y mettre et qui vont montrer que ça marche, eh bien ça donnera envie par mimétisme aux autres de s'y mettre. C'est un peu comme la hola dans un stade, hein, où c'est quelques personnes motivées qui arrivent à faire lever tout le stade grâce à leur capacité d'entraînement. Ben maintenant, voilà, y a des entreprises qui vont savoir se remettre en question, qui vont dire la vérité à leurs actionnaires, parce que je pense que c'est ça aussi qu'il va falloir dire, parce que de dire à son actionnaire que vous allez continuer taux de croissance de 2 ou 3% par an encore pendant 50 ans, c'est juste mentir. C'est faux, c'est pas ça qui va se passer. Donc il faut aussi en parler avec ses actionnaires, il faut en parler avec ses parties prenantes. Et ensuite, bien sûr, accepter de mettre en place, bien sûr, le modèle d'affaires contributif qui s'appuie sur l'économie de la fonctionnalité, l'économie de l'usage, donc fabriquer moins, mais permettre à ses clients d'utiliser le même produit à différents moments, différentes chronotopies, donc de proposer, de mettre sur le marché moins de produits, mais avec une intensité d'usage plus importante par produit. Ça s'appelle l'économie de la location, l'économie de la fonctionnalité. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin de ça parce qu'il faut fabriquer moins de produits, parce que moins de produits fabriqués, c'est moins d'énergie grise de fabrication, c'est moins de ressources minérales pour la fabrication, et on a besoin de faire baisser ça si on veut se resynchroniser aux limites planétaires. C'est pas compliqué à comprendre. Il faut juste maintenant le mettre en place. Quand vous le dites comme ça paraît simple, mais justement, je voudrais garder quelques minutes pour des questions. Ah, non, on n'a plus le temps. Bon, ben voilà, désolé. On fait signe que malheureusement, je n'ai plus le temps. Je pensais qu'on avait jusqu'à 15h, mais non, c'est 14h45. Donc, du coup, désolé, on s'arrête là. Merci beaucoup, Fabrice Bonifay, d'être intervenu aujourd'hui à Social Change. Je crois que votre discours a été entendu. En tout cas, il y avait un silence total dans la salle. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci, mais écoutez, bon courage à vous et puis à bientôt. Merci beaucoup. Je n'ai pas pu venir, mais bon. Voilà, mais vous étiez bien présent ici, je peux vous le confirmer. On vous a tous écoutés de manière attentive. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Et du coup, ne quittez pas la salle, puisque la journée se poursuit. Vous allez avoir un caseur, un témoignage avec l'AE Global Logistics, des tutoriels, cas d'école, une table ronde sur la sobriété énergétique. Encore beaucoup de sujets et de thématiques à aborder sur cet après-midi. Merci à tous.